Si on s'intéresse aux bateaux vikings, il y a un site en anglais, mais certaines pages sont traduites en français, qui s'appelle vikingskip.com. Il y a toutes sortes de renseignements sur les différents types de bateaux vikings. On trouvera beaucoup de renseignements sur la construction des bateaux vikings si on va sur le site du musée de Roskilde. Je vais mettre une photo qui montre le chemin d'accès. Malheureusement, en français, il y a moins de détails. Sur le site en anglais, on a plus de détails sur les constructions de bateaux différents. À ce moment-là, il faut faire Roskilde Museum. Aussi une vidéo très intéressante de la construction d'un bateau, une reproduction de bateau viking. Il suffit de faire Draken Harald et on tombe sur plusieurs vidéos de la construction d'un bateau viking. On peut résumer quelques étapes de la construction d'un bateau viking. La première chose, c'est la pose de la quille. Comme c'est un bateau de 35 mètres, elle est en plusieurs tronçons qui sont accrochés. Alors la forme de la quille est en fait en Y. Et évidemment, l'angle du Y change, très ouvert au milieu du bateau, et plus on va vers les extrémités, plus le V se referme. On voit que les constructeurs utilisent un clinomètre pour mesurer l'angle justement de ce Y qui sert en fait de rablure. Les galbords sont également évidemment en plusieurs parties qui sont scarfés. Entre chaque planche, il y a un mélange de goudron et puis de chanvre pour assurer l'étanchéité. Chaque planche est en fait clouée sur une des branches du Y. Au début de la construction, on a mis simplement la partie basse de l'étrave et de l'étambot. Les galbords, en fait, le bas du galbord se termine en biseau et en fait vient sur ces parties de l'étrave et de l'étambot. Il y a un biseau sur l'étrave, un autre biseau sur l'étambot et en fait on obtient comme ceci une forme très régulière. En fait, l'étrave et l'étambot sont en deux parties. On ajoute les pièces supérieures qui sont scarpées sur les pièces inférieures, qui sont enduites de goudron et ensuite serrées avec des gros goujons. Dès qu'il y a eu 9 bordées, on commence à mettre des varangues. Puis ensuite, on met des membrures basses. Ensuite, on met quelques barreaux. Puis, on remet d'autres clins sur les langskips du genre du bateau de Harald ou du bateau de Osberg. L'étrave se poursuit vraiment sans aspérité vers le bordé. Un point délicat de la construction
c'est la partie avant, surtout lorsque les bordées remontent vers le haut. Alors en fait, on remarque sur la vidéo que les constructeurs font d'abord un petit bout, le petit bout qui est ici, le bout du bordé. Ils font la même chose de l'autre côté et ensuite ils mettent les parties intermédiaires. Pas qu'il y ait une surépaisseur disgracieuse ici pour que l'avant et l'arrière soient bien pointus. En fait, ces bordées sont de plus en plus minces en allant vers les extrémités. Au niveau de l'étrave ou de l'étambot, pratiquement la planche est moitié plus mince que dans la partie centrale. Quand on va vers l'étrave, en fait, il y a un biseau. Voilà le bordé inférieur qui a un biseau comme ceci. Celui du dessus, le nouveau que l'on va mettre, qui a un biseau qui est en fait dans le sens contraire. Alors, quand les bordées sont assez loin de l'avant, les deux planches sont côte à côte, mais en s'approchant vers l'étrave, eh bien, les deux biseaux viennent s'ajuster pour arriver au même niveau pratiquement, au niveau de l'étrave. La partie la plus difficile en fait, semble-t-il, et les personnes qui ont construit ce bateau ont dû se poser pas mal de questions, c'est sur la manière d'assembler les clins sur l'étrave. Dans les parties hautes au moins, il faut creuser légèrement l'étrave pour pouvoir encastrer la partie la plus haute des clins. Sur les bateaux de commerce, sur les bateaux de transport, en revanche, l'assemblage est plus rustique. Les bordées viennent simplement par un biseau sur l'étrave et l'étambot et ensuite sont cloués directement, de telle sorte que le bordé dépasse de l'étrave. Sur une maquette de dracard, c'est vraiment ce point-là qui est difficile, hein, et c'est souvent raté si on n'a pas une certaine expérience. Les Vikings avaient également des bateaux de transport beaucoup plus massifs, mais certains étaient bien construits. Il y en a un à Roskilde, par exemple. Il est construit comme le dracard, sauf que les extrémités remontent beaucoup moins, et puis il est plus ventru. On peut également trouver une vidéo d'un bateau scandinave du XIVe siècle qui est construit un petit peu sur le même modèle que les dracars. Donc c'était un bateau de commerce de la Baltique. Les Scandinaves continuent à construire des bateaux de la même manière qu'autrefois, sauf qu'ils sont en général plus petits. On peut distinguer les Osselvar ou Fairing qui sont assez petits, ce sont en général des canots d'aviron ou qui ont une voile pour en général 4 avirons. Dans le numéro 40 du Chasse-marée, on a tout un chapitre très détaillé sur les Fairing de Norvège, et en particulier, à partir de la page 45, on explique en détail la construction. Habituellement, la construction du Fairing se fait dans un chantier qui a une poutre horizontale, deux poutres en biais comme ceci, et souvent une poutre au-dessus qui servira pour mettre les accords. La quille est souvent en 3 parties. Une partie centrale qui est droite, ensuite 2 parties courtes pour faire l'étrave et l'étambot, puis une autre partie
de chaque côté pour prolonger. Donc il y a 5 parties pour la quille. La quille est en T, ça peut être fait dans la masse ou bien il y a une partie verticale sur laquelle on fixe une fausse quille. Une fois que la quille est établie, il faut s'occuper du galbord. Le galbord est fait souvent également en plusieurs parties. Les parties extrêmes ont une forme très très compliquée. Alors soit elles sont ployées à la vapeur, ou bien elles sont taillées dans la masse, à la hache, au rabot. Elles sont vraiment très très courbées. En fait, il n'y a pas de rablure. Donc sur la partie en T, les galbords, par la partie centrale, sont rivetés directement sur les branches du T. Sur l'étrave, c'est cloué directement sur l'étrave qui est d'ailleurs assez mince. Il n'y a pas de rablure dans l'étrave. Les galbords, donc il y a les parties extrêmes et généralement une partie centrale. Autrefois, c'était fait seulement en 2 parties. Aux extrémités des galbords, il y a une feuillure dans laquelle viendra le bordé intermédiaire. Que pour la mise en forme, les fairings sont faits sans plan et à l'œil. Pour maintenir la forme, eh bien, on utilise des accords qui sont des pièces de bois, soit quand on veut ouvrir, qui peuvent être placées calées sur la poutre et sur les bords des clins, ou bien s'il faut soulever, il y a des accords qui sont entre le sol et le bordé. Il y a également des pièces de bois qui permettent de rapprocher ou au contraire d'ouvrir la forme de la coque. Le fairing, en fait, n'a que 3 bordés. Le galbord, un bordé intermédiaire et un bordé supérieur. En général, les varangues sont mises après le bordé intermédiaire. Ensuite, on rajoutera au-dessus de la varangue une partie horizontale qui sert de barreau avec 2 parties qui remontent vers le haut et sur lequel viendront se fixer le bordé supérieur. Les Vikings avaient une technique particulière sur certains bateaux. C'est-à-dire qu'ils mettaient donc la quille, ils mettaient le galbord, ensuite le premier clin, et ils ajoutaient sur l'étrave une pièce avec une forme très compliquée, difficile à expliquer, qui formait le début des bordées supérieures. Et les bordées supérieures étaient à ce moment-là clouées rivetées sur cette pièce particulière. Alors, il y a un modèle de ce type qui a été fait au musée de Roskilde et qui est c'est un bateau de Gostad, mais un peu plus grand que le fairing. Il a 5 bordées au lieu de 3.
Au musée de Roskilde, ils ont reconstruit également une reproduction d'un petit fairing de Gostad. Ce fairing, donc, qui est sur un modèle beaucoup plus ancien, en réalité diffère surtout par l'étrave et l'étambot. Au lieu que cette étrave et cet étambot soient minces, il est en forme. On sculpte les extrémités de chaque bordée et du galbord. Et ensuite, on cloue le galbord et les deux bordées sur ces pièces d'étrave et d'étambot. Et puis, il y a des bateaux plus grands qu'on appelle des femmes-boring. La construction du femmes-boring n'est pas essentiellement différente de celle du fairing, sauf que l'étrave est beaucoup plus haute. Et donc, les parties avant et arrière sont prolongées vers le haut par deux pièces supplémentaires qui sont bien verticales. Quand on regarde en fait le femmes-boring par le travers, on voit qu'il remonte beaucoup aux extrémités. Autrement, le nombre de bordées, évidemment, est un peu plus grand. Il y a quelques bordées supplémentaires. On peut trouver des vidéos pour la construction de ces bateaux. Je vais donner les coordonnées. Autrefois, les Vikings, en fait, n'utilisaient pratiquement pas de scie pour obtenir les planches. En fait, ils refendaient les arbres à l'aide de coins en bois. Et ensuite, ils paraient les planches avec des haches supplémentaires qu'on appelle des doloirs. On revoit ce genre de haches sur toutes les gravures depuis le Moyen-Âge. Sur les vidéos, sur les photos, on peut voir que les Scandinaves utilisent énormément la hache pour la construction des bateaux, que ce soit pour ajuster les clins, pour creuser certaines rablures, etc. Un outil indispensable à la construction des bateaux à clins, c'est le canap. On utilise des canapes qui sont des serre-joints à mâchoire en bois. On les appelle parfois clamps. Ils servent à serrer les bordets l'un contre l'autre.
Pour certains bateaux, on utilise aussi un clinomètre pour vérifier la pente des bordées, ce qui aide à mettre le bateau en forme. On va voir également que certains constructeurs utilisent beaucoup un couteau, même pour faire les scarfs, ou bien pour sculpter certaines décorations, ou pour fignoler une feuillure. Naturellement, les clins sont rivetés entre eux, certains sont même rivetés à la quille, quand la quille est en Y. Contrairement aux autres pays, en Scandinavie, on utilise principalement des clous et des rivoles en fer. Les clous ont une tête beaucoup plus grosse, autrement la technique est toujours la même. On fait un avant-trou, on perce les bordées, on enfonce le clou de l'extérieur, ensuite on pose la rivole avec un outil qui a un trou à l'intérieur. On enfonce la rivole dans le rivet, on coupe presque à ras de la rivole avec une pince ou avec un coupe-boulon, et ensuite on tape sur l'extrémité du clou pour former une tête. Bon, évidemment, le fer est beaucoup moins malléable que le cuivre et il faut donner pas mal de coups. En Scandinavie, on utilise également beaucoup de gournables qu'on appelle en anglais treenails, c'est-à-dire des clous en arbre. Les treenails se forment, quand il y a beaucoup à faire, ils sont faits avec un dispositif spécial. Si on n'en a que quelques-uns à mettre, eh bien on peut les faire au couteau. Donc il y a une tête, un peu plus grosse, qui peut être carrée ou qui peut être ronde. Ensuite il y a une partie un peu en cône, et ensuite il y a la partie cylindrique. Ça sert à serrer par exemple les étraves sur la quille, ou serrer les membrures sur le bordé par exemple. Donc on fait un trou, ensuite on enfonce le gournable, éventuellement on enduit avec du bitume, on enfonce à fond, ensuite on fend la tête et on enfonce un coin à force, et ensuite on arrase. Quelquefois c'est un peu différent, certains constructeurs, voilà, la tête est en bas, ici la pointe, eh bien on taille avec un couteau en biseau et on force en fait à l'intérieur. On s'y reprend 2 ou 3 fois et ensuite on arrase.